Hello mes enfers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il commence à être bien rempli ce petit calendrier quand même. Alors installez-vous bien confortablement, prenez votre chocolat et on est parti. Aujourd'hui, je vous parle de John List. C'est celui qui est à gauche sur la photo. John List est né le 17 septembre 1925 à Bay City dans le Michigan. Son père, John List, ouais, il est aussi appelé John List, il est luthérien et il donne des cours le dimanche. Et son fils, John List, prend la même voie que son père, donc il sera aussi luthérien et il donnera aussi des cours le dimanche. En 1943, il entre dans l'armée américaine en tant que technicien de laboratoire pendant la Seconde Guerre mondiale et il quitte l'armée en 1946. Il s'inscrit à l'université du Michigan dans la ville d'Ann Arbor, il suit un bachelor en gestion d'entreprise et il obtient également un master. Donc c'était un garçon plutôt intelligent quand même. En novembre 1950, la guerre de Corée éclate et il est de nouveau appelé pour servir dans l'armée américaine. Ensuite, il rencontre Helen Morris Taylor qui vit en Virginie et cette dernière vit avec sa fille Brenda. Les deux amoureux se fréquentent et se marient très rapidement le 1er décembre 1951 à Baltimore dans le Maryland, puis la famille déménage en Caroline du Nord. En 1952, List commence à travailler dans une papeterie à Kalamazoo et sa femme et lui fondent une famille, ils auront 3 enfants. En 1959, petit à petit, leur mariage pique du nez. En effet, Hélène est alcoolique, elle est instable, très jalouse et elle reporte toute la colère sur son mari. En 1960, la fille d'Hélène, Brenda, se marie, donc elle quitte le domicile familial. Dans cette même année, la famille déménage à Rochester, dans l'état de New York, et List commence à travailler pour l'entreprise Xerox. En 1965, il accepte un job dans une banque dans la ville de Jersey et donc, encore une fois, la famille déménage. Cette fois-ci, la mère de List emménage avec eux. Ils emménagent dans une maison victorienne apparemment très charmante qu'ils appellent Breeze Knoll et elle comporte 19 pièces. Alors moi j'ai plein de questions déjà. Pourquoi vous déménagez autant? Qu'est-ce qui se passe avec ton travail, List? Est-ce que tu te fais licencier? Est-ce que c'est toi qui n'aimes pas ton travail? Qu'est-ce qui se passe? Surtout que ça a l'air d'être quand même quelqu'un d'assez intelligent. Donc c'est très bizarre qu'il change de travail très souvent comme ça. Et en plus de ça, il déménage tout le temps. Et pourquoi sa mère vient avec eux? Ces questions vont rester sans réponse, du moins pour le moment. Auprès de ses collègues et de ses proches, List montre qu'il a une belle vie, une belle famille, que tout va bien. Cependant, ses collègues remarquent qu'il est quand même très distant, très froid, qu'il est assez associable, il n'a pas beaucoup d'amis, et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'arrive pas à garder ses jobs. En 1971, John List se fait licencier et c'est le licenciement de trop pour lui. Il en a honte, il n'a pas envie d'en parler à sa femme et à sa famille. Donc tous les matins, il se lève, il va prendre son train. En réalité, il se rend juste à la gare, puis il s'assoit et il lit le journal pendant toute la journée. Sauf qu'à un moment, il ne peut plus payer les factures ainsi que le prêt et le stress commence à monter, d'autant plus qu'une saisie est engagée. Et là, il se dit que ça ne va plus et qu'il faut qu'il trouve un plan. Le 9 novembre 1971, ses enfants sont partis à l'école et sa femme est dans l'une des 19 pièces. Bon courage pour la retrouver. Non, en réalité, c'était le matin, elle était probablement dans la cuisine en train de prendre son petit déjeuner, de boire son café. Et John List, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il avait un plan. Et bien tout simplement, il arrive derrière sa femme, il lui tire une balle dans la tête. Ouais. Une fois qu'il s'est assuré que sa femme était bien morte, il se dirige vers la chambre de sa mère Alma, qui a 84 ans au moment des faits, et lui tire une balle entre les deux yeux. Mais ce n'est pas fini, puisque lorsque sa fille Patricia, 14 ans, et son fils Frédéric, 12 ans, rentrent de l'école, il leur tire une balle dans la tête. Et une fois qu'il a tué sa femme, sa mère et ses 2 enfants, enfin 2 de ses enfants, il se dit « Tiens, j'ai un petit creux ». Donc il se rend dans la cuisine, il se fait un sandwich, il mange, puis il part pour la banque, il clôture ses comptes, ainsi que ceux de sa mère, et récupère les économies que sa mère avait. Après, il va au lycée Westfield et il regarde son fils, John Jr., qui a 15 ans, qui joue un match de football. Il le récupère après, il le ramène à la maison. Wow, stop! Comment tu peux ramener ton fils à la maison et être aussi calme alors que tu viens de tuer 4 personnes de ta famille? Quand son fils entre, John List lui tire une balle dans la poitrine et une balle dans la tête.
En réalité, il lui en a tiré beaucoup plus que ça, car il dira plus tard que son fils essayait de résister et de s'enfuir, et que donc il a tiré jusqu'à temps qu'il soit mort. Voilà, c'était le plan de John List. Mais les dettes, elles sont toujours là. Enfin, tuer sa famille ne va pas arranger ses dettes. Il n'y a pas un pacte comme ça avec la mort qui dit si je tue ma famille, tu me donnes de l'argent. Ça marche pas comme ça. Il appelle ensuite les écoles de ses enfants pour leur dire de ne pas s'inquiéter, que ses enfants seront absents quelque temps, mais de surtout pas s'inquiéter, que tout va bien et qu'ils sont avec lui. Comme il est croyant, il écrit une lettre de 5 pages où il confesse ce qu'il vient de faire. Il adresse cette lettre à son pasteur, cependant il ne lui donne pas, et cette lettre sera retrouvée un petit peu plus tard dans son bureau, probablement dans son tiroir. Il justifie son crime en disant qu'il a essayé de sauver les âmes de sa famille. Ce qui va arriver est très bizarre. Sa fille était venue voir lui et sa femme en leur disant qu'elle voulait devenir actrice. Selon List, c'était un métier corrompu et relié à Satan. Et donc, en les tuant, il a sauvé leurs âmes. Ça n'a pas de sens! Durant la nuit, il met les corps de sa femme et de ses enfants dans des sacs de couchage, puis les met dans la salle de bal. Concernant sa mère, il la laisse dans sa chambre, probablement car c'était trop compliqué de la descendre, puisqu'elle était à l'étage. Le lendemain, il a la brillante idée de couper sa tête de toutes les photos de famille. Donc par exemple sur celle-ci, il n'y avait pas sa tête. S'il fait ça, c'est tout simplement pour que si les enquêteurs retrouvent des photos, ils ne puissent pas savoir qui était le père et donc ils ne puissent pas le relier à cette tuerie. Il abaisse la température de la maison pour préserver les corps et peut-être pour prévenir l'odeur. Il allume la radio et il disparaît. Il a fallu 1 mois pour que les policiers se rendent dans la maison et se rendent compte qu'il y avait des morts dans cette maison. En fait, la famille n'avait pas vraiment d'amis, ils ne connaissaient pas trop les voisins, ils n'étaient pas très sociables avec eux. Donc il n'y avait pas vraiment de personnes qui pouvaient s'inquiéter de leur disparition. En plus d'avoir appelé les écoles, il avait aussi envoyé des lettres aux écoles pour dire qu'ils seraient absents durant plusieurs semaines car ils allaient voir la mère d'Hélène. Et aussi, John List avait pensé à arrêter la livraison du courrier, la livraison des journaux et la livraison du lait. Oui, parce que la livraison du lait, ça se faisait très souvent avant. Autrement dit, personne ne venait à la maison. Par contre, même si la famille n'avait pas sympathisé avec le voisinage, des voisins ont remarqué que les lumières étaient allumées jour et nuit dans cette maison, chose qui peut être tout à fait normale. Cependant, il n'y avait pas d'entrée et de sortie. Donc là, ils ont commencé à se dire que c'était bizarre. En plus de ça, les lumières étant allumées H24, les ampoules ont commencé à cramer les unes après les autres et à ce moment-là, les voisins ont appelé la police. Les policiers arrivent sur place, frappent à la porte, personne ne répond. Ils décident de jeter un œil par la fenêtre et là, ils voient des corps à l'intérieur, donc ils se décident de rentrer. Ils trouvent le corps de la femme et des enfants par terre, le corps de la grand-mère un petit peu plus tard car il a fallu qu'ils montent à l'étage pour le trouver. Ils lancent une chasse à l'homme nationale et examinent des centaines de pistes sans succès. En même temps, ils n'avaient aucune photo et comme cela faisait 1 mois, List pouvait déjà être très loin. Les policiers retrouvent tout de même la voiture familiale garée à l'aéroport John F. Kennedy à New York. Ils cherchent des preuves dans la voiture pouvant les guider vers une piste, un billet d'avion ou toute autre preuve, mais ils ne trouvent rien. Et cela a pris 18 ans pour savoir ce que John List avait réellement fait. En fait, il était arrivé à l'aéroport, il avait garé sa voiture, puis il avait pris le bus et le train pour se rendre du New Jersey au Michigan, au Colorado. Au début de l'année 1972, il s'installe à Denver et travaille en tant que comptable sous le nom de Robert Peter Clark, aka Bob. Il dira qu'en fait c'était un camarade de classe et qu'il était ami avec lui. Cependant, quand on a interrogé le vrai Robert Clark, ce dernier dit ne pas du tout connaître John List. En 1985, il se marie avec Dolores Miller et cette dernière ignore tout de son passé et de sa vraie identité. En février 1988, le couple s'installe à Midlothian en Virginie, je crois que ça se dit comme ça, et il aurait pu continuer comme ça jusqu'à la fin de sa vie si l'émission American Most Wanted n'existait pas. En mai 1989, dans l'émission, il demande à Frank Bender, c'est quelqu'un qui fait des bustes, des portraits de personnes, et donc il demande à cette personne de faire le buste, le portrait, de ce que pourrait être le tueur de cette tuerie familiale. Il faut savoir que Frank, c'était un des meilleurs dans son domaine, il avait déjà aidé à attraper, à reconnaître d'anciens fugitifs, et donc avant de construire le portrait, le buste, il va voir un psychologue pour avoir vraiment toutes les caractéristiques pour faire le portrait le plus ressemblant possible. Sur la sculpture qu'il fait, je vous la mets juste là, John List n'a plus de cheveux, enfin presque plus, il a des lunettes et il a des mâchoires qui tombent. Et selon lui, s'il mettait des lunettes, c'est pour avoir l'air plus important que ce qu'il n'est en réalité.
À Denver, dans le Colorado, un couple qui regardait l'émission se dit « c'est bizarre, mais cette tête est très familière ». En fait, il s'agissait d'anciens voisins de John List. Ce couple appelle la police et leur donne des informations. Quand il est arrêté le 1er juin 1999, il portait le même modèle de lunettes que le sculpteur avait mis sur son portrait. Au début, il insiste en disant s'appeler Bob Clark, puis il est mis face à des preuves qu'on ne peut pas réfuter. En fait, il s'agissait d'une comparaison entre son ADN et l'ADN qui avait été retrouvé dans ses fichiers quand il était parti pour l'armée. Donc à ce moment-là, comme les deux ADN matchaient, il ne pouvait plus faire semblant ou nier les faits, et donc il avoue. Les psychiatres disent qu'il n'a jamais montré de remords et apparemment il souffrait de troubles obsessionnels compulsifs, et donc suite à ses dettes financières, il y avait deux solutions selon lui, soit accepter de l'aide, soit tuer sa famille. Il ne voulait pas accepter d'aide car il ne voulait pas avoir honte et que ce n'était pas ce que son père lui avait enseigné, donc il a décidé de tuer sa famille. Enfin, tuer sa famille, je pense que c'est pas non plus ce que son père lui avait enseigné, et à mon avis, son père aurait préféré qu'il se tape un peu la honte plutôt qu'il tue sa famille. Enfin, je sais pas. Hein. Le 12 octobre 1990, il est reconnu coupable pour 5 meurtres au premier degré, donc condamné à vie, forcément, sans possibilité de libération conditionnelle. Et au début, il dit ne pas être responsable de ses actes car il avait des problèmes mentaux. On lui a quand même demandé pourquoi il ne s'était pas suicidé après avoir tué toute sa famille, ce à quoi il a répondu que s'il se suicidait, il ne pouvait pas accéder au paradis. Parce que tu penses qu'en tuant ta famille, tu peux accéder au paradis? Je suis pas sûre. Le 21 mars 2008, il décède des suites d'une pneumonie à l'âge de 82 ans. Voilà, c'est la fin de cette affaire qui n'aurait pas été résolue si l'émission American Most Wanted n'existait pas. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette histoire et si vous l'avez aimée, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.